Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1. 39 21, voilà notre numéro d'appel pour cette émission de Libre Antenne qui s'offre à nous maintenant pendant 2 belles heures. Libre, ça veut dire qu'on parle de tout, on parle de vous essentiellement, de ce qui vous arrive, ce que vous vivez, ce que vous auriez envie de vivre. Alors certains chanceux sont peut-être déjà en vacances, pour les autres ça ne va pas tarder. J'en déduis qu'on a des choses à se dire. L'été est tout de même une saison propice à de belles aventures, à des moments chauds. C'est aussi la période où on se retrouve en famille, en couple, ou peut-être un peu seul du coup. Quelquefois c'est bien, quelquefois c'est moins bien. Voilà, parlez-moi de vous, c'est ce qui nous intéresse. Et puis si une inquiétude ou une question plus particulière vous agite cette nuit, eh bien n'hésitez pas, on débat de tout ça ensemble. 39 21 donc notre numéro d'appel, mais vous pouvez aussi intervenir par SMS en composant le 7 39 21 et en commençant par le mot nuit bien sûr. J'aime bien avoir vos réactions à chaud, ça m'inspire. Et puis dernier moyen de nous joindre, vous pouvez nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr en cherchant le Libre Antenne. Voilà, c'est Quentin et Asiba qui vont vous accueillir tout au long de cette soirée. Merci à eux au standard. Et puis merci à Fifi qui règne de main de maître sur la réalisation de cette émission. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. C'était Florent Pagny, je laisse le temps faire. Et tout de suite, on va commencer avec Jacques. Bonsoir Jacques. Bonsoir Caroline. D'abord, merci à vos assistants, Asiba et Quentin. Voilà, qui sont très aimables. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que dès que ma femme part en vacances, oui. Je suis marié et puis je me sens porté vers le monde de la nuit. Oui. Avec ces boîtes de nuit, mais maintenant c'est plus trop de mon âge, mais surtout ces bars à hôtesse. Les bars à hôtesse. Ouais. Vous dites que ce n'est plus trop de votre âge. Je peux vous demander votre âge, Jacques ? J'ai 49 ans. 49 ans, ouais. D'accord. Donc les boîtes de nuit, oui. Il n'y a plus grand-chose à y faire. Bon, si vous le dites. Et les bars à hôtesse, qu'est-ce que vous y faites en revanche ? Rien. Rien de sexuel. Rien de sexuel ? Non. Bon, mais qu'est-ce que vous y faites ? Oui ? Je trompe pas ma femme. Par contre, j'aime leur compagnie. Mm-hmm. Alors, votre femme part en vacances. Comment ça se passe quand elle part ? Est-ce que vous vous sentez angoissé, oppressé, soulagé ? Non, peut-être soulagé, ouais, peut-être, ouais. Alors, soulagé de quoi ? Est-ce que vous sauriez le dire ? Oui, soulagé de ma moitié quand même, mais quelque part elle me manque, ouais. Donc ouais. C'est un peu paradoxal. Non ? On a droit à toutes nos contradictions. Ouais. Ouais. Ouais, mais je sais pas comment vous dire. J'ai du mal à comprendre pourquoi il y a ce désir qui m'entraîne vers parce que je suis sur Paris, oui. Dans la banlieue très proche, qui m'entraîne vers Pigalle, quoi. Vers Pigalle. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression de faire quelque chose d'interdit ? Oui. Oui. Comme quand j'étais gamin. Voilà. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez le sentiment que peut-être, votre femme s'en va, donc à ce moment-là, vous avez droit aux bêtises, un peu comme quand nos parents s'absentaient quand on était petits. Je transgresse l'interdit, ouais. Ouais. Et c'est ce qui vous procure une excitation, Ouais, complètement, ouais, ça me stimule, ouais. Je crois que vous venez de mettre le doigt dessus, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire que c'est un peu comme si vous retrouvez, si vous voulez, un plaisir d'enfance qui est lié à l'interdit, un peu comme quand on allait faire l'école buissonnière, ou bien que, si vous voulez, les parents ne donnaient pas une autorisation et que d'un seul coup, on se retrouvait livré à nous-mêmes et qu'on avait le droit de faire quelques bêtises. Alors, la question que je me pose, c'est quand votre femme est là, comment ça se passe ? Avec elle ? Oui. Bien.
Bien ? Ah oui, 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 oui. En plus, on est... malgré... Excusez-moi, parce que je suis un fumeur invétéré. En plus, malgré notre âge, on est des jeunes mariés, et ça fait 2 ans seulement. Ça fait seulement 2 ans. Comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés, en fait, elle s'occupait d'un site internet, Oui. et puis on s'était donné rendez-vous place de la Bastille. Elle m'avait dit j'aurais des chaussures marron. Oui. Et moi je lui ai dit comme je suis motard, je lui ai dit j'aurais un casque à la main, place de la Bastille, un vendredi soir. Et on s'est rencontrés comme ça, et puis pendant 7-8 mois, il n'y a eu que des discussions, et puis ça fait 7 ans qu'on est ensemble maintenant. Mais ça fait que 2 ans qu'on est mariés. Ouais. Et alors, comment vous qualifieriez votre relation à tous les deux ? Est-ce que c'est tendre ? Est-ce que c'est aventureux ? Est-ce que vous faites ensemble les choses interdites ? Est-ce que qu'est-ce que vous en diriez ? Disons que ça pourrait être un petit peu tout, quoi. C'est oui, on fait de temps en temps des choses interdites à deux. Et puis, c'est une relation tendre entre nous. Oui, d'accord. Donc, quand elle part finalement, qu'est-ce qui fait que vous soyez comme ça libéré de quelque chose ? Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que vous avez une bonne entente au fond, il n'y a pas de souci particulier entre vous ? Non, non, non. Ah bah non, pas du tout, non. Mais c'est comment dire, c'est que les choses aventureuses à deux, j'essaie de les faire tout seul, pardon. Oui, voilà. Vous ne lui en avez pas parlé, bien sûr. Si. Et alors, comment est-ce qu'elle a pris la chose ? Mal. Ah, enfin, bien mal. sûr. Elle a pas mal pris parce que je lui ai dit. Ouais. Ah bon, vous trouvez que c'est vieux, vous, 49 ans, et dis donc. Vaut mieux ça plutôt que je parte une nuit et puis que je lui dise, écoute, j'ai pas d'envie à la maison, et puis que je fasse n'importe quoi. Ouais. Mais j'ai l'impression que finalement, vous avez des rapports assez transparents. Ouais, complètement, ouais. Ah oui. Ouais, alors, moi, à ma femme, je dis tout, et puis elle me dit tout aussi. Hein. Bon, donc en fait, quand vous y allez, vous lui en faites part, et puis elle le prend pas bien, mais au fond, vous lui dites, voilà, ça me distrait un petit peu d'aller... Est-ce que vous lui avez parlé éventuellement d'un problème de solitude que vous pourriez avoir quand elle n'est pas là, et que ça vous permet de rompre ce moment où vous êtes tout seul, où vous avez l'habitude d'être avec elle ? Ma solitude, elle est même quand on est à deux, peut-être. Oui. Ouais. Expliquez-moi ça. Ouais, peut-être qu'on vit une solitude à deux, mais qui est très agréable. C'est une solitude sensuelle qui est... Enfin, pour moi, elle est agréable. De toute façon, j'ai toujours considéré l'amour comme fictionnel et pas comme fusionnel. Mm-hmm. Et donc, mais malgré tout, quand elle est à côté de moi, c'est quand même différent, quoi. Vous vous sentez rassuré ? Ouais, très, ouais. Écoutez, moi j'ai l'impression que ça vous met pas en danger, ces petites sorties. Écoutez, moi non plus, mais j'essaye de comprendre pourquoi je fais ça, surtout. J'essaye de comprendre pourquoi j'ai besoin d'aller ailleurs, pourquoi j'ai besoin de la nuit, je sais pourquoi. Parce que ça fait très longtemps que je sors la nuit, même avant de la connaître. Oui. Mais c'est surtout l'ailleurs que... c'est ça que je voudrais essayer de... Mais enfin, vous ne faites pas grand-chose. Non. Vous y allez, c'est tout. C'est un peu comme si vous preniez une bouffée d'air. Vous alliez respirer justement l'air d'ailleurs. Ouais. Et puis vous rentrez chez vous. Qu'est-ce qu'on peut... Même s'il me dit, vous taillez une bordée. Il me dit, vous taillez une bordée de 3 jours. Et je dis, ouais, j'ai été prendre... Voilà, c'est ce que vous dites. Vous prenez l'air. Oui, c'est tout. Il ne s'agit pas de quelque chose de dangereux. Vous ne vous mettez pas en danger. Vous n'entretenez pas de relations parallèles. Il y a quand même... en fait, c'est pas en danger avec les femmes, c'est en danger avec les hommes. Parce qu'il y a quand même... il y a souvent de la bagarre. Oui, mais bon...
Oui, mais en fait, c'est un peu comme si vous alliez comme ça, juste respirer un parfum d'interdit qui vous rappelle que, au fond, vous êtes libre, que vous pourriez, mais que vous n'en avez pas vraiment envie, et ça vous suffit. On a droit à nos jardins secrets, je crois, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, certainement, Je crois pas que ce soit un motif d'inquiétude, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est très intéressant comme démarche. Et voilà. je pense que il y a beaucoup d'hommes dans mon cas. Oui, je crois aussi. Qui le disent pas. Ouais. Bah voilà, par exemple, je reçois un petit message de la part de Kochi qui dit « Tout le monde a besoin de moments de liberté sans pour autant avoir envie de faire la révolution ». Ouais. Je crois que c'est exactement ça. Ouais. Bon, donc vous voyez, on se reconnaît avec vous. C'est-à-dire que peut-être que vous osez faire quelque chose auquel les autres rêvent éventuellement, et puis n'osent pas vraiment, en se disant c'est carrément interdit, je peux pas. Et puis vous avez, j'ai envie de dire, la sincérité et le courage d'en parler à votre femme, alors qu'elle ne soit pas contente. Au fond, je ne sais pas si elle est vraiment fâchée. Je crois surtout qu'elle peut se dire c'est risqué, un jour ou l'autre, on joue avec le feu. Mais après tout, ce serait pire si elle vous disait je ne veux pas du tout que tu y ailles et je te l'interdis. Ah bah, ce serait la meilleure manière pour que j'y aille. Et ben voilà. Donc elle a tout compris. Un sale gosse. Vous avez affaire à une femme intelligente. Ouais. Écoutez, merci Jacques de votre témoignage. Merci Caroline. En tout cas, puis vous êtes sincère, vous êtes touchant et puis j'espère avoir apporté une toute petite lueur. Bah, vous m'en avez apporté une belle. Ouais. Très bonne nuit à vous. Bonne nuit à vous. Au revoir. Bon courage Caroline. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et on continue avec Michel. Bonsoir Michel. Michel ? Allô ? Oui, bonsoir Michel. Vous êtes avec nous ? Je ne vous entends pas. Michel, j'entends un écho, je m'entends moi, mais je ne vous entends pas vous. C'est à moi ? Ah oui, c'est tout à fait à vous. Allô ? Bonsoir Caroline, enchanté. Bonsoir Michel. Je vous remercie d'avoir choisi mon appel. Oui ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Voilà, donc mon problème, j'ai 46 ans, j'ai vécu un rétalement, disons, pendant une quinzaine d'années, quoi. Et donc, je suis donc séparé de ma compagne depuis 10 ans. Oui. À la suite de cette séparation, j'ai connu quelques aventures, quoi, qui se sont soldées malheureusement par des échecs, quoi. Oui. Et depuis ces échecs successifs, je ne souhaite plus, disons, m'engager, quoi. Ouais. Mais voilà, comme tout à chacun, j'ai une libido, des pulsions, des besoins sexuels à satisfaire. Et donc, pour ce faire, je vais voir régulièrement les prostituées, quoi. Oui. Au début, j'y allais simplement pour le sexe. Aujourd'hui, je vais voir ces dames autant pour le sexe que pour partager une intimité avec une femme. Oui. Et ces dames, prennent leur temps, on peut discuter de choses et d'autres, de la pluie et du beau temps, quoi. Oui. Donc, c'est très convivial. Mais mes visites à ces dames ont des conséquences sur mon budget. Et donc, voilà, je suis dans l'obligation de rationner dans d'autres secteurs. Et aller voir ces dames, je ne peux m'en passer, y résister. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est compulsif ou si c'est une addiction. D'ailleurs, je ne vois pas trop la différence, là. C'est un petit peu pareil, vous avez raison. En tout état de cause, parallèlement à la satisfaction sexuelle, j'ai peut-être un trouble du comportement qui fait que je vais finir par m'enfoncer
connaître des dettes avec toutes ces conséquences. C'est bien possible. Au moins, vous êtes lucide. Donc voilà, Caroline, en fait, je voulais, vous demander quelques conseils par rapport à mon petit problème. Petit problème, j'ai l'impression que vous y pensez beaucoup. Hein. Ça doit vous envahir la nuit, ça. Oui, quand même, un petit peu, quand même, oui, comme vous dites, quand même. Ouais. Et dites-moi, est-ce que vous êtes toujours, j'ai envie de dire, allergique à l'idée de l'engagement ? Disons pas trop, mais disons que ces échecs, c'est vrai qu'ils m'ont quand même assez traumatisé, disons. Ouais. Parce que ces aventures, j'attendais que, disons un engagement, disons, vous voyez. Bon, alors ça c'est pas fait, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression, ce que j'ai entendu, c'est que vous me dites, en dehors tout simplement de l'acte sexuel, j'aime bien partager un moment d'intimité, être avec une femme. Moi, j'ai l'impression que vous aimez bien la compagnie des femmes, Michel, mais que, comme vous dites, les aventures que vous avez vécues, que vous avez connues dernièrement, elles se sont mal terminées. Évidemment, ça vous a laissé un goût amer, mais pourquoi ne pas imaginer que vous puissiez rencontrer quelqu'un avec qui vous soyez bien, tout simplement ? Oui, mais enfin, moi, je sais, les déceptions, quand même, c'est quand même dur à avaler, quoi. Donc voilà, pour l'instant, disons que j'ai une certaine appréhension, quoi, vous voyez. J'ai peur encore d'autres échecs, en fait. Oui. Bien sûr, on comprend, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de souffrir, mais vous savez, personne n'a envie de souffrir. Simplement, à un moment donné, pour rompre pour rompre cette solitude, il faut bien prendre le risque, il faut bien essayer. Oui, je sais, mais bon... Eh oui, ça fait mal. Voilà. Comme alors, vous dites, donc... c'est-à-dire que moi, je dirais plutôt que vous avez le choix entre deux risques. Le premier, souffrir, mais en ayant aussi le risque que ça se passe bien et que vous soyez bien. Et puis l'autre, qui est, comme vous dites, cette sorte de compulsion qui vous amène finalement à ne pas vraiment partager grand-chose, seulement un moment, et à vous faire perdre peut-être beaucoup de sous. Oui, mais enfin bon... Quel risque vous choisissez ? Je sais pas trop, en fait, quoi. J'aimerais mieux, partager quelque chose de sérieux avec une femme, disons. Et ben voilà. Mais disons que, c'est vrai que les prostituées sont pour moi un pis-aller, disons, mais disons que, encore que ces dames sont très gentilles, quoi, très charmantes. Oui, bien sûr, mais en même temps, elles exercent leur métier, c'est-à-dire que vous savez bien en allant les voir que vous n'allez pas nouer une relation à long terme, que ça ne sera que très fugitif, très épisodique. Quoique, il y a des certaines prostituées. Elles ont des clients quelquefois moins attitrés, comme on dit, quoi. Ah ouais, on peut avoir ses habitudes. Donc voilà, lorsqu'on est des clients attitrés, elles ont au fil des rencontres, il y a une relation, amicale qui se crée, quoi, vous voyez. Bien sûr, mais c'est pas un vrai amour. Oui, je sais bien, oui. C'est un peu comme une relation d'affaires, hein, parce qu'il s'agit de ça. Oui, plus ou moins, quoi. Ouais. C'est ce dont vous avez... oui, mais enfin, ces dames sont au point du cœur, c'est un des femmes avant tout, quoi. Donc, justement, elles sont à l'écoute, justement, elles s'en confient souvent à leurs clients, on peut discuter de choses et d'autres, on peut se confier à elles, vous voyez, c'est très convivial, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on peut être très libre avec elles, et c'est vrai que c'est un accueil, c'est une chaleur, c'est une personne, et oui, vous avez raison, on peut se sentir bien. On peut se sentir bien, et on peut se sentir d'autant mieux qu'on sait qu'on n'est pas engagé. Je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, est-ce que... vous ne trouvez pas que c'est bon aussi de retrouver tous les jours une personne qu'on aime ? Est-ce que ça aussi, c'est pas bon ? Oui, bien sûr, je sais bien. Surtout qu'en plus, là, il y a un partage, vous voyez, avec une prostituée. Disons que c'est vrai, il faut avouer ce qui est, quoi.
disons, un plaisir égoïste, quoi, en fait, vous voyez. Ouais. D'autant parce que la prostituée, elle est là pour satisfaire son client, quoi. Et donc, ça va pas dans l'autre sens, quoi. Alors qu'avec une femme, disons, une compagne, disons, on se doit enfin, sur le plan sexuel, on se doit de se donner des plaisirs mutuellement, quoi, vous voyez. Oui, tout à fait. Donc, mais en même temps, c'est un partage et c'est un partage intéressant. Voilà, je sais bien. Ouais. Dites-moi, Michel, moi j'ai l'impression qu'en fait, vous me dites, j'ai envie de m'engager à nouveau, mais j'ai peur de souffrir. Tout simplement. Ça, je pense que vous l'avez, au fond, la solution à votre problème. Alors moi, j'ai envie de vous dire, écoutez, on ne peut jamais savoir. Rien n'est prévisible. Prenez le risque et surtout prenez le risque de très bien tomber, d'être heureux. Je crois, hein. C'est d'après ce que vous dites, vous ne me dites pas voilà plus jamais, je ne veux plus jamais. Vous me dites non, j'ai très envie, je voudrais bien, mais en même temps j'ai peur. Tout le monde a peur, Michel. Tout le monde se casse la figure, tout le monde un jour se fait jeter, tout le monde a un chagrin d'amour. Ça c'est le lot de tous les communs des mortels. Hein. Ce serait formidable si on ne pouvait rencontrer que des succès. Alors je suis d'accord, il y a certaines blessures qui font plus mal que d'autres, et puis vous avez souffert, mais je crois que ça vaut le coup d'essayer encore. Non, je suis d'accord avec vous là-dessus, mais bon... Alors allez-y. Ok, mais bon... oui, alors allez-y, et puis surtout rappelez-nous pour nous dire que enfin vous avez rencontré la bonne. J'espère. Moi aussi. Beaucoup, quoi. En tout cas, je vous remercie beaucoup de Caroline. Je le trouve super sympa, puis voilà, quoi. C'est gentil, merci beaucoup Michel, à très bientôt, puis j'espère surtout que vous allez nous rappeler pour nous annoncer une bonne nouvelle. Ok, j'espère. Très bonne soirée à vous, au revoir. Merci, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. Alors, quelques SMS à propos de notre dernier appel, Michel. L'amour tarifé est toujours coupable, c'est vrai, mais bon, en même temps, un autre SMS dit « De quoi est-il si coupable ?» Donc, vous voyez, vous avez évoqué la notion de culpabilité et Michel, pas du tout. Alors, est-ce qu'il est coupable peut-être de ne pas vouloir s'engager, et c'est pour ça qu'il choisit au fond d'avoir, comme vous dites, des relations tarifées. Tout de suite, on continue avec Chris. Bonsoir Chris. Bonsoir, allô ? Oui, je suis avec vous. Oui, enfin, vous êtes avec nous plus exactement. Mais en tout cas, merci déjà de m'avoir donné la parole ce soir. Oui. Alors, on vous écoute. Donc, mon problème est le suivant, en fait, j'ai appelé pour expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'hyperactif. Oui. Je m'intéresse un petit peu à tout et je fais pas mal de choses. Ce qui n'est pas forcément au goût des gens qui m'entourent. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous appelez hyperactif ? C'est-à-dire que, je sais pas, admettons, je vais passer devant une écurie, je vais voir des gens monter à cheval. Et il faut absolument que je monte à cheval, donc je vais me donner les moyens de monter à cheval, ou c'est pareil pour un jet ski ou un permis bateau ou n'importe quoi. Oui, mais là tout de suite. C'est-à-dire que vous voyez une écurie, il vous faut le cheval tout de suite ? Non, pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut que dans les 15 jours, absolument, je me donne les moyens de monter à cheval, quoi. Ouais. Donc après, dans mon entourage, quand j'arrive en disant effectivement, écoutez, la semaine dernière, j'ai fait du cheval, c'était trop bien. Ouais. Et puis la semaine d'avant, je leur ai dit, j'ai fait du jet ski, et puis la semaine d'avant, j'ai programmé un site, et puis la semaine d'avant, j'ai fait mal de choses, quoi. Ouais. Et vous pensez que ça lasse votre entourage ? Pour beaucoup de gens, surtout ceux que j'ai considérés comme mes amis, ce mec-là, ça invente une vie, c'est un mytho. Ce que je vis hyper mal. Et ou sinon, il faut que j'arrive en fait avec une vie banale comme tout le monde pour que ça se passe bien, pour que je garde mes amis, quoi. Dites-moi, qu'est-ce que vous fuyez comme ça ? Pardon ? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce que vous fuyez comme ça à chaque fois que vous voyez quelque chose ? Est-ce que c'est de l'envie ou est-ce que c'est un moyen de vous échapper ? Un petit peu des deux, je pense. Parce que à chaque fois que je fais une nouvelle chose, ça me permet de ne pas, je pense que de ne pas penser, de ne pas réfléchir sur la vie. Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle a de si compliqué, la vie ?
C'est compliqué la vie. Justement. Allô, allô. Allô, oui. Oui, je vous perds un peu. Oui. Donc, justement, je ne sais pas ce qu'il y a de si compliqué la vie. Oui, c'est-à-dire que, bon, alors vous avez peut-être les moyens de vous passer comme ça toutes vos envies. Au fond, pourquoi pas? On pourrait dire que vous êtes curieux. Oui. Et que vous avez envie de goûter à tout et de tout essayer. Mais dans l'espèce de compulsion, comme ça, parce que c'est plutôt ce que vous décrivez, on a l'impression que c'est une fuite en avant pour éviter de réfléchir. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Chris? Je fais de la photo. Oui. Je suis photographe. Et c'est tout. Vous travaillez beaucoup? Beaucoup, oui. Et sentimentalement, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Plutôt bien. J'ai la chance d'avoir la personne avec qui je suis parce que ça fait 7 ans en fait qu'elle supporte, je sais pas si c'est une caprice, je crois que c'est quasiment la seule amie que j'ai. Ouais. Parce qu'elle supporte en fait ce que je fais. Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle me dit que écoute, t'es spécial, si les gens ne te supportent pas, t'as pas besoin des gens pour vivre, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? À force, c'est pesant parce qu'au final, on se retrouve toujours tout seul parce que, je veux dire, quand je regarde autour de moi, il y a beaucoup de monde qui ont des groupes d'amis, qui font des choses, qui sortent, qui vont au cinéma, qui font pas mal de trucs. Enfin, ce sont généralement les choses qui m'ennuient. Pourquoi ça vous ennuie? Ça vous paraît trop conventionnel? Beaucoup trop conventionnel et beaucoup trop simple. C'est-à-dire que quand je vais me retrouver avec une bande d'amis dans un appartement, par exemple, ça va durer 10 minutes, et au bout de 10 minutes, j'estime que j'ai rien à faire là parce qu'effectivement, c'est pas intéressant où on parle des choses de la vie de tous les jours, on a les factures, les travaux, vraiment des trucs... Vous vous ennuyez? Ouais, je m'ennuie, quoi. Ouais. Écoutez, peut-être que vous fuyez une forme d'ennui. Et quand vous êtes avec votre amie, vous êtes bien avec elle? Vous avez envie de faire des choses avec elle? Je suis bien avec elle. Je fais pas forcément des choses qui l'intéressent elle, mais en fait, je crois qu'elle arrive à s'occuper et s'adapter en fait à ce que je fais. C'est plutôt la vie, c'est pas surtout dans mon sens. Ouais. Elle partage ça avec vous? Pas forcément en fait. Je sais pas, non, mais en fait non, elle s'intéresse pas forcément à ce que je fais. Ouais. Bon, de temps en temps, je l'appelle, je lui montre, je vais lui faire partager ce que je fais, mais en fait non, elle trouve son occupation en fait dans ce que je fais. Pendant que je fais ce que j'ai à faire, quoi. Ouais, vous vous trouvez égoïste? Quelque part, un petit peu. Et elle? Non, elle ne me trouve pas égoïste, à moins qu'elle ne me le dise pas. Peut-être qu'elle est contente, au fond, de voir quelqu'un qui a comme ça la curiosité. Vous avez dit que vous avez 31 ans. Moi, je comprends que vous n'ayez pas envie de vous asseoir dans un appartement et de parler de choses quotidiennes comme des factures, des assurances et des feuilles de sécurité sociale, après tout. Oui. Mais en même temps, voyez-vous, vous n'exercez pas une activité en continu. C'est-à-dire que c'est pas comme si d'un seul coup vous passez devant une écurie et puis vous vous passionnez pour le cheval et puis vous faites du cheval pendant 1, 2, 3 ans. Non, vous avez besoin de changer. On dirait que les choses vous lassent. Très vite. Ouais. Très vite. Ouais. Donc, le plaisir, c'est d'essayer ou de continuer? Le plaisir, c'est d'apprendre. Et à partir du moment où je sais, en fait, ça ne m'intéresse pas, je n'approfondis pas. Alors que pour tout ce que je fais, c'est comme ça, quoi. Je vais avoir envie de faire quelque chose, je vais apprendre, je vais me donner les moyens, ou apprendre dans des bouquins ou n'importe quoi, que ce soit pour une voiture, quoi. Une fois, j'ai changé un embrayage de voiture alors que j'avais pas vocation à le faire, tout en apprenant, en lisant. Et une fois que j'ai eu faire ça, même la voiture ne m'intéressait plus parce que je trouvais ça facile. Ouais. Écoutez, moi je vous trouve plutôt doué, vous savez faire plein de choses. Peut-être qu'un jour vous allez enfin trouver un truc qui va vous séduire et qui va faire que vous allez vous dire bon, voilà, je m'arrête là. Oui. Moi je pense que vous fuyez une forme d'ennui. Peut-être qu'on pourrait même appeler ça l'angoisse du vide. Ah. Ouais. Une sorte d'angoisse du vide comme ça que vous avez parce que au fond, vous essayez, mais j'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas vraiment. Et pourtant aussi, quand je fais une activité ou quand je fais quelque chose, je suis vraiment à fond dedans, quoi. 15 jours. Oui, exact. 15 jours, ça s'appelle pas vous intéresser vraiment. Non, je me suis jamais posé la question, en fait. Vous savez, je pense que vous avez peut-être besoin de vieillir un petit peu. Ah.
Bah oui, parce que et d'essayer et peut-être que vous allez trouver quelque chose qui va vraiment vous plaire. D'accord. Hein. Laissez le temps faire. Vous avez raison, en tout cas votre amie a raison quand elle vous dit de ne pas trop vous préoccuper des autres. Les autres ne sont pas vous. Vous n'êtes pas obligé de vous ennuyer pour leur faire plaisir. Mais en revanche, réfléchissez un tout petit peu à ce que je viens de vous dire et pensez à cette fuite, à cet ennui et peut-être à cette peur du vide qui fait que vous vous sentiez obligé comme ça de toujours combler comme un manque. D'accord. Hein ? Voilà. Et puis D'accord. très bonne chance, Chris. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Ouais, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil Au 39 21. 39 21 34 centimes la minute. On continue avec Anne. Bonsoir Anne. Anne, vous Allô? êtes là ? Oui, bonsoir Anne. Bonsoir. Bien, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, j'ai fait une grave maladie il y a 5 ans. Oui. Je suis restée dans le coma pendant plusieurs semaines et j'ai perdu au cours de ce coma beaucoup de choses que j'ai récupérées après, bien sûr. Mais j'ai perdu surtout le fait de pouvoir pleurer ou de pouvoir vraiment me réjouir d'une bonne nouvelle. Je n'ai plus ces sentiments. Mais le plus dur, c'est surtout de ne pas pouvoir pleurer parce que je garde sur l'estomac une espèce de pierre qui s'en va pas et c'est très très difficile à évacuer. Ouais. Voilà. D'autre part, je suis polyarthritique depuis 20 ans. Donc ça crée aussi quand même pas mal de problèmes. Et en ce moment, j'ai mon mari qui est malade et qui va être opéré d'un cancer. Ah mon Dieu. Ce soir, je me retrouve seule à la maison puisqu'il est rentré à l'hôpital pour une opération demain. Oui. Et vraiment, c'est très très dur. Parce que devant lui, je ne veux pas apparaître comme quelqu'un qui est inquiet ou pas bien ou... lui, il craint beaucoup la maladie, il craint beaucoup l'anesthésie, surtout parce qu'il a déjà fait un problème anesthésique grave il y a 2 ans. Et j'aurais voulu pouvoir arriver sereine demain, Oui. que lorsqu'il va ouvrir les yeux, il les ouvre sur moi et que j'ai un vrai sourire parce que on est ensemble depuis presque 40 ans. Bien sûr. On se connaît sur le bout des doigts parce qu'on a toujours travaillé ensemble. On ne s'est jamais séparés dans notre vie. On est à la retraite maintenant. Enfin, moi, je suis handicapée, donc j'ai arrêté mon travail. Mon mari est à la retraite. Et on peut pas se passer l'un de l'autre. On vit toujours les mêmes choses en même temps et voilà. Et je voudrais savoir parce que j'ai travaillé avec un psy pendant 4 ans et demi. Oui. Il a essayé par tous les moyens, des méthodes plus modernes, plus ceci, plus cela, de débloquer ce centre des sentiments. Chez moi, on n'y est jamais arrivé. Et je voulais savoir si vous saviez, si vous aviez entendu parler de ce genre de choses, et si éventuellement vous pouviez m'aiguiller vers, je sais plus. Écoutez, non. Pas vraiment. Je ne saurais pas vous aiguiller, je vous dis la vérité, Anne. Je n'ai pas de connaissances dans ce domaine. Je pense que la démarche que vous avez faite d'aller voir un psy était la bonne. Est-ce que c'était un psychanalyste ou est-ce que c'était un psychiatre ? C'était un psychiatre, et il était psychiatre et psychologue. D'accord, donc il réunissait les deux casquettes. Ouais. Que vous dire ? De continuer peut-être, parce que malgré tout, j'imagine que ça vous soulage de pouvoir en parler à quelqu'un. Et quant à la journée de demain, mon Dieu, elle est difficile. Elle est difficile, mais vous avez dit
quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que vous et votre mari, vous vous connaissez sur le bout des doigts, vous êtes ensemble depuis 40 ans. Oui. Ça veut dire quelque chose. Et tout ce qui compte, je peux vous dire, tout ce qui compte, c'est de vous voir à son chevet demain quand il va se réveiller. Voilà. Non, mais ça, c'est certain. Alors après, quelle tête vous avez, quelle tête vous n'avez pas, comment vous serez, je pense que si vous êtes à son chevet, que tout simplement vous lui tenez la main, il aura tout compris. Il sait tout de vous. Oui, effectivement. C'est l'essentiel. Oui. C'est l'essentiel. Il le sait. Il le sait. J'imagine qu'il est au courant du souci que vous avez cette pierre, comme vous avez dit, que vous décrivez en permanence sur l'estomac. Mais être là, est-ce que c'est pas le principal ? Ah, ça, c'est essentiel. Ben voilà. Ça, je le sais, c'est essentiel. Mais c'est vrai que il y a des moments où c'est tellement difficile que j'arrive même plus à respirer. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il n'y a pas des exercices physiques que vous pouvez faire ? Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres méthodes. Nous en avons fait beaucoup. Nous avons fait beaucoup de choses et ça n'a jamais abouti à rien. Ouais, je comprends effectivement. Je me disais que peut-être vous connaissiez un petit peu ce phénomène. En fait, il y a une partie de mon cerveau qui n'est pas revenue, qui a grillé et qui n'est pas revenue. Oui, qui a grillé, voilà. Non, parce que je vous trouve tout à fait cohérente et parfaitement lucide. Oui, je suis cohérente et lucide. C'est la seule chose d'ailleurs que je n'ai pas récupérée. Mais puisque je ne savais plus rien, je ne connaissais plus rien en sortant de ce coma, et puis avec du travail, on arrive à récupérer sa vie d'avant, sa vie de maintenant, et tout. Oui, vous avez beaucoup progressé, j'entends. Mais en même temps, de ce que vous dites, finalement, ce qui vous pose un problème, c'est d'extérioriser vos sentiments. Absolument. Mais vous avez tout à fait les mots pour le dire. Vous ressentez. Vous n'êtes pas indifférente. Je ne suis pas du tout indifférente, je ne peux pas extérioriser. Voilà. Ce qui fait que, par exemple, je fais des zonas en quantité. Oh ma pauvre, ça fait souffrir. Donc quand ça devient trop stressant, ouais. Hop, j'ai un zona qui se déclare. Ouais, ça c'est difficile. C'est difficile, mais j'ai maintenant trouvé un magnétiseur. Oui. Quand je vois le zona venir, et que je le sens, parce qu'on le sent tout de suite, j'appelle mon médecin, il me confirme que c'est bien un zona, et je file tout de suite chez un magnétiseur qui, en 3 séances, me l'arrête. Oui, c'est bien déjà. Ça, c'est extraordinaire, sans un médicament, sans rien. D'autant plus que mon médecin s'est mis en rapport avec ce magnétiseur parce que lui, avec ses médicaments, n'arrive pas vraiment à couper les zonas, la douleur et le reste. Mmh. Écoutez, moi je trouve ça formidable en tout cas vous êtes tombé sur la bonne personne. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez accès à vos sentiments, vous avez accès à vos émotions. Donc en fait, vous avez tout simplement peur de ne pas être à la hauteur demain ? Moi je crois que oui. Vous avez la parole. La parole, c'est ce qui est le plus essentiel. C'est vrai. Vous pouvez communiquer avec lui, vous pouvez lui dire des mots, vous pouvez lui dire « j'étais inquiète, je suis contente que tu te sois réveillée, reste tranquille, tout va bien se passer maintenant, je suis là ». Les mots, vous les avez ? Bien sûr. Vous avez le principal. Mais j'espère que demain, il sera peut-être pas trop réveillé pour pas voir ce que je lui cache, mon inquiétude et le reste, parce que il sait très bien que chez moi, ça déclenche des tas de choses, des crises de polyarthrite où il faut m'hospitaliser, des trucs comme ça. Et je veux pas qu'ils s'en rendent compte. Oui, mon Dieu. Qu'est-ce que vous êtes généreuse, Anne ? Qu'est-ce que vous êtes généreuse ? Vous avez peur de l'inquiéter. Oui, c'est une belle histoire en tout cas. C'est une belle histoire que la vôtre et c'est un beau témoignage que vous nous livrez là. Écoutez, je crois que le simple fait de vous voir le rassurera tout à fait. Après, c'est autre chose. Il sera content de vous voir, d'ouvrir les yeux et d'être rassuré par votre présence. C'est ce que vous devez vous dire. D'accord. Donc, n'ayez crainte. Je pense que ce que vous pensez, il le sait. Vous l'avez dit, vous partagez beaucoup. Ça me fait très peur. Ça me fait très peur pour demain, que je n'arrive pas à me contrôler. En général, je me contrôle. Mais pour demain, j'ai très peur.
Ouais, on comprend. Écoutez, on va penser à vous très fort pour demain et on vous accompagne pour cette journée difficile. Vous êtes vraiment très gentil. Mais c'est très vous gentil. qui êtes formidable de nous appeler. Merci. Anne, au revoir et à très bientôt. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Et voilà, il est plus de minuit. On va reprendre en douceur le cours de notre émission. 3921, c'est notre numéro d'appel que je vous invite à composer dès maintenant parce que nous sommes au creux de la nuit, que c'est l'heure où l'on peut tout se dire, que c'est une heure où on se livre, où on se raconte. C'est aussi quelquefois l'heure des questions, on fait le point, je vous propose que nous fassions ça ensemble. N'hésitez pas à nous appeler si une difficulté particulière vous perturbe en ce moment. On peut dérouler le fil ensemble, je suis à votre écoute. Et rien n'est ridicule et tout m'intéresse, voilà, c'est dit. 3921 donc notre numéro d'appel, mais aussi 7 39 21 pour nous adresser vos SMS, vos réactions. Et puis dernier moyen de nous joindre, vos mails sur notre site europe1.fr en cherchant Libre Antenne. Voilà, on va poursuivre tout de suite cette émission avec Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors je suis heureuse de vous entendre. Je vous laisse nous raconter ce qui vous arrive. Alors, je vis dans une situation très compliquée depuis plus d'1 an. J'ai 50 ans, je suis marié depuis 25 ans, j'ai 3 enfants. Oui. Je suis accessoirement photographe. Mon couple ne fonctionnait pas forcément bien, enfin plus ou moins bien, malgré tout. J'ai rencontré j'ai été contacté par une jeune femme pour faire des photos d'elle sur Paris. Oui. Donc j'habite en province. Cette jeune femme m'a contacté. J'étais sur Paris à ce moment-là, donc je me suis rendu à ce moment-là, et donc je suis tombé sous le charme de cette jeune femme qui a 28 ans, donc a 22 ans de moins que moi, qui est d'origine russe. Oui. Et donc c'est une histoire qui dure depuis 1 an et demi. Et donc je suis dans une situation très compliquée car je me partage toujours entre mon épouse et cette jeune femme. Ah bah, j'imagine, oui, ça ne doit pas être très facile pour vous. Ma femme est au courant de la situation. Donc j'ai rencontré cette jeune femme en mai 2011. Oui. Ma femme est au courant depuis juillet... 2010. 2010, pardon. Oui. Ma femme est au courant de cette situation depuis juillet de l'année dernière. Oui. Et malgré tout, ce qui me déstabilise beaucoup, c'est qu'elle accepte plus ou moins cette situation en me maternant. En vous maternant? Oui, au départ, elle me disait, dès qu'elle a su cette relation, elle disait fais attention à toi, fais attention que cette jeune femme ne tombe pas enceinte, ce genre de choses. Oui. Donc là, je suis donc chez mon amie depuis quelques jours. Oui. Et ma femme me dit, rentre quand tu auras décidé de rentrer. Oui. Elle est intelligente, votre femme? Je sais certainement, oui. Elle est intelligente, elle est aussi compréhensive. Oui, c'est ça qui me déstabilise complètement. Mais oui, c'est pour ça qu'elle est intelligente, parce que précisément vous êtes déstabilisé et que vous ne savez pas quoi faire. Effectivement, je ne sais pas quoi faire. Je me partage entre ma vie familiale qui me manque beaucoup parce que j'ai 3 enfants qui sont grands. Ils sont grands, mais malgré tout, je leur manque, ils me manquent. Et je suis avec cette jeune femme dans une situation très, très compliquée. Bien sûr. Et qu'en pense cette jeune femme, justement? Ça l'agace beaucoup, évidemment. Et voilà. Ça l'agace beaucoup. Disons que depuis que j'ai rencontré cette jeune femme, j'ai mis ma famille financièrement en danger. Oui. En aidant cette jeune femme financièrement. Mmh. Ce que je continue à faire, alors je vois un psychiatre oui. Depuis très nombreuses années parce que j'ai des problèmes dans mon travail, donc donc je suis suivi depuis 8 ans par un psychiatre. Et en
en plus, il y a ça qui s'est rajouté un petit peu à mes souffrances. Donc c'est très très compliqué et je traîne depuis 1 an et demi cette situation, quoi. Et je mens, que ce soit à mon épouse ou à cette jeune femme. Donc mon caractère n'est pas de mentir, mais pour ne pas faire de peine, pour ne faire de peine à personne, je mens. Et en fait, je fais de la peine à tout le monde. Mais oui, et surtout, vous ne savez plus du tout où vous en êtes, j'ai bien l'impression. Ah ben, tout à fait. Bon, j'ai failli, j'étais hospitalisé il y a un mois et demi, parce que j'avais des idées un peu sombres. Oui. Parce que je suis incapable de faire un choix, en fait. Aujourd'hui. Oui. Ouais. Et puis j'ai l'impression que quelqu'un va le faire pour vous. Et je pense que ce sera cette jeune femme de 28 ans. Parce que comme vous avez dit, ça l'agace. Alors voyez-vous, je reçois un petit SMS à votre attention, Pierre, très intelligent, qui dit « Votre objectif est-il obturé par l'autorisation de maman ?» Est-ce que vous avez le sentiment que, vous l'avez dit d'ailleurs, votre femme vous materne, est-ce que vous avez le sentiment en fait qu'elle agit un petit peu comme une maman qui autoriserait son petit garçon à faire des bêtises ? C'est un peu ça, oui, tout à fait. Eh oui, voilà. Sauf que vous retournez toujours à la maison. Ah, tout à fait, oui. Et mon épouse m'aide, ce qui est assez curieux, à préparer mes affaires pour partir. Ouais. Comme elle prépare les affaires pour mes fils quand ils partent. Voilà. Donc, d'une certaine manière, c'est vrai qu'elle vous infantilise. Et elle vous prive en même temps de votre pouvoir de décision. Elle décide pour vous. Oui, d'une certaine façon, oui. Mais, que se passerait-il si elle vous disait « je ne veux pas que tu y ailles » ? Allez, je crois que j'irai quand même. Bon, donc elle a raison de vous aider à préparer vos affaires. Enfin, elle a raison, je ne sais pas. Mais disons qu'en tout cas, elle va dans votre sens. Elle ne vous contrarie pas. Attends, tout à fait, oui. Elle vous laisse faire vos bêtises. Et je vais vous dire, c'est une manière assez adroite de laisser la personne en face se lasser, s'agacer, s'énerver. Parce que finalement, qu'est-ce qu'elle peut contre cette mère toute puissante, hein ? Elle pourrait me dire, elle me l'a déjà dit à plusieurs reprises, tu continues et on se sépare. Oui, et c'est ce qui va finir par arriver. Si vous voulez, moi je pense que effectivement ça doit bien entendu ajouter à vos angoisses. Mais en même temps, c'est difficile aujourd'hui d'être bigame. Ça comporte ce lot d'angoisse que vous traversez, que vous connaissez. Moi, j'ai l'impression que votre situation, elle dure depuis 1 an, mais quelque chose me dit que tout ça n'est que du provisoire. La décision que vous n'arrivez pas à prendre, quelqu'un va la prendre pour vous, et ce sera sans doute cette jeune femme qui a quelques années de moins que vous, parce que elle n'a pas grand-chose à attendre de vous, et elle ne va pas tarder à le comprendre. Disons que je l'ai quitté déjà 2-3 fois, en me disant tu me quittes, c'est pas la peine que tu reviennes. À chaque fois je reviens et elle accepte que je revienne. Ouais. En même temps, vous l'aidez financièrement. Oui, évidemment. Ne perdez pas ça de vue. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sincèrement, moi je pense qu'effectivement, ça me paraît difficile d'avouer. Enfin, j'aime beaucoup ma femme et j'aime beaucoup cette jeune femme. Mais malgré tout, il y a quand même une différence d'âge très important entre nous. Oui. J'ai un fils de 25 ans. Oui. Donc il y a quelques années de moins qu'elle à peine. 3 ans, oui. 3 ans d'écart. Bien sûr, elle veut fonder une famille. Ce qui paraît normal, 28 ans de fonder une famille. Oui, tout à fait. Est-ce que je serais capable de l'aider à fonder cette famille et avoir d'autres enfants ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Et ce qui m'angoisse beaucoup, c'est que cette jeune femme met toujours sur le fil de rasoir, compte tenu de son statut d'étrangère en France. Oui. Et que moi, j'ai plutôt un caractère à vouloir aider aussi les gens. Oui. Et donc, je l'aide spécialement par l'aspect financier, mais aussi par l'aspect qu'elle puisse rester en France. C'est-à-dire sur tout ce qui est administratif, etc. Donc je l'aide beaucoup. Elle est étudiante en France. Oui, oui.
Donc elle était professeure dans son pays et elle recommence des études en France. D'accord. Donc je l'aide. C'est moi qui l'ai aidé. Donc on était sur Paris auparavant, puis on est revenu en province. Donc je l'ai aidé à retrouver donc un établissement scolaire en province, à trouver un logement en province, etc. Oui. Et je me sens, ça me valorise peut-être d'une certaine façon à l'aider. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous vous sentez bien. Oui. Et je me sens utile à quelque chose. Oui, bien sûr. Auparavant, dans ma vie familiale, j'avais l'impression de ne servir à rien. C'est l'impression que vous donnait votre femme ? De servir à rien ? Oui. Oui, tout à fait, oui. Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, je crois. Oui. Elle ne comprend pas trop mon attitude, évidemment. Ça, c'est normal, c'est la moindre des choses, mais... Oh, moi je crois qu'elle comprend très bien. Vous avez dit que vous êtes marié depuis 25 ans, que ça n'a pas toujours été le Pérou, et finalement elle sent bien un désir d'évasion chez vous, et en même temps, du coup, elle vous accompagne, ce qui lui permet de contrôler. Moi, je pense qu'elle comprend assez bien. Alors, je reçois un message de la part de Tatiana qui dit quelque chose d'assez joli. Tatiana dit, c'est une manière de vous dire qu'elle vous aime inconditionnellement, à la différence de l'autre personne. Alors je pense que mon épouse m'aime plus que, oui, ce qu'on peut rencontrer habituellement. Ouais. Et puis elle est tolérante. Elle est compréhensive. Elle a compris que vous étiez aussi dans un moment de fragilité et elle n'abuse pas de ce moment de fragilité. Elle tient à vous. Elle ne tient pas à vous perturber plus que vous l'êtes. Comment vous vous projetez, vous, Pierre, dans les années à venir ? Justement, je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir. Ce que j'aimerais faire, j'ai une activité de photographe et une autre activité à côté. Professionnellement, je souhaite que l'activité de photographe prenne le dessus. Oui. Sentimentalement, l'avenir me fait peur quand même. Bien sûr. Est-ce que vous vous voyez à nouveau fonder une famille ? Vous avez déjà 3 enfants ? Ça m'angoisse beaucoup de le faire. Ouais. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'angoisse du côté de cette jeune femme qu'il n'y en a avec votre femme. Avec ma femme, on a 25 ans de mariage, elle a le même âge que moi. On a fait 3 enfants, donc j'ai la sécurité avec mon épouse, évidemment. Ouais, la sécurité, et puis en même temps, la preuve aussi, comme dit Tatiana, d'un amour inconditionnel. Oui, aussi. Ouais, c'est important. Oui, cette jeune femme, je pense qu'elle m'aime, mais je ne sais pas. Mais en même temps, vous l'avez dit vous-même, vous l'aidez beaucoup. Vous l'aidez sur le plan administratif, vous l'aidez sur le plan financier. Qu'est-ce qui se passe si demain vous lui retirez, mettons, cette aide financière ? Justement, c'est la question à laquelle je ne peux pas répondre. Oui, à laquelle vous préférez ne pas répondre. Peut-être. Ouais. Écoutez Pierre, je crois que justement c'est le genre de questions que vous devriez peut-être aborder avec votre psy. Qu'est-ce qu'il en dit lui ? Le psy ou d'autres personnes, médecins, parce que j'étais hospitalisé en clinique pendant un mois, me mettent en garde de cette relation. Ouais. Et je refuse d'accepter ce qu'ils me disent en pensant qu'ils se trompent. Oui. Ils me disent que cette relation n'est basée que sur l'aspect financier et ça, j'ai du mal à être d'accord avec eux. Oui, vous n'avez pas envie de l'entendre. Ouais. Essayez pour voir. Par exemple. Cette jeune femme me demande assez régulièrement de l'argent. Donc, oui, mais si vous lui dites qu'en ce moment, précisément, vous mettez votre famille en danger et que vous n'avez pas actuellement les moyens de l'aider financièrement, pourquoi ne pas envisager cette solution et puis voir ce qui se passe ? Alors, c'est vrai, c'est prendre le risque d'une vérité qui fait mal et d'une rupture. Mais en même temps, est-ce que ça n'est pas ce qui vous aiderait ? Parce que vous dites que vous avez été hospitalisé 1 mois, que vous êtes suivi. Moi, je vous sens assez fragile.
C'est pour ça que mon épouse ne veut rien faire, compte tenu de mon état. Ouais. L'autre jour, on s'est fâché avec mon épouse. Je voulais quitter le domicile et puis partir, je sais pas trop où. Ouais. Elle m'en a empêché, elle m'a retenu, quoi. Ouais. Elle veille sur vous. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, comme une mère, quoi. Donc c'est ça qui m'angoisse aussi. Oui, bien sûr. Mais écoutez, rien ne vous empêche de lui faire part de ce que vous ressentez. C'est-à-dire, j'ai envie que tu sois ma femme et pas que tu sois ma mère. Donc, montre-toi ma femme. Et peut-être qu'elle peut vous étonner. Vous pourriez aussi lui donner cette chance-là. Elle vous donne bien la vôtre. Oui. Peut-être que vous lui devez bien ça. Oui, peut-être, oui. Hein, et voir ce qui se passe à ce moment-là. Mais je comprends que vous ayez du mal à renoncer après tout. C'est vrai que c'est tentant. On a peut-être tous comme ça enfoui en nous cette envie d'ailleurs, cette envie d'autre chose. À l'âge de 50 ans, le fait d'être avec une jeune femme de 28, ça permet de se sentir éternel. Mais vous voyez bien que ça vous cause plus d'angoisse en réalité, peut-être que ça ne vous donne de plaisir. Tout à fait, oui, j'ai plus d'angoisse maintenant qu'avant de la connaître, évidemment. Ouais. Évidemment, et bon, elle part pendant un mois, donc ça m'angoisse aussi beaucoup. Ouais. Elle retourne dans son pays pendant un mois, donc ça m'angoisse beaucoup. Ouais. Mais j'ai plus de mal-être, effectivement, depuis un an, quoi, ça c'est évident. Écoutez, Pierre, j'ai envie de vous donner un conseil un peu difficile, c'est-à-dire essayez pendant un temps de ne pas lui apporter votre aide financière de manière à faire le point exact sur ce qu'elle ressent pour vous. Et c'est ça qui vous aidera à prendre la bonne décision. Voyez ce qui se passe. Et vous avez l'appui des vôtres. En même temps, ça vous permettra de faire quelques économies, d'arrêter de vous mettre en danger, parce que à force, c'est ennuyeux. C'est surtout ma famille que je mets en danger, quoi. Ouais. Mais vous aussi, parce que le fait de les savoir en danger, ça vous angoisse, ça vous perturbe, ça vous fragilise davantage. Mais bien sûr, oui, parce que je suis pas à l'aise, évidemment. Bon, j'ai des enfants qui ont des besoins importants. Bien sûr. Disons, j'en ai deux de 19 et un de 24, 25, donc c'est un peu compliqué. Et moi, eux, ils comprennent pas parce que pour eux, je m'amuse, je vais m'amuser. Ouais, bien sûr. Non, vous n'allez. Ouais, c'est pas seulement ça. Je crois que là, vous y trouvez un remède peut-être à cette angoisse existentielle de mort qui nous habite tous, hein, au fond. Mais ça n'est pas la solution parce que vous voyez bien qu'elle vous cause plus de troubles au fond qu'elle ne vous apporte d'apaisement. Moi, j'ai envie de vous dire, au fond, vous avez eu votre bouffée d'oxygène. Vous savez que vous pouvez plaire, que vous savez séduire. Ça pourrait suffire. Ça pourrait suffire. En même temps, je ne suis pas très inquiète, je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que cette décision que vous n'arrivez pas à prendre, cette jeune femme russe va la prendre pour vous. C'est ce qui est... En fait, elle part pendant un mois. Ouais, et puis on va bien voir ce qui se passe. Alors, voilà. Un petit message intéressant de la part de Brigitte. N'avez-vous pas l'impression de savoir déjà ce que vous devez faire ? Je crois que oui. Je crois que Brigitte a raison. Je crois que vous le savez, mais que vous n'avez pas envie de le faire. Peut-être, oui. Ouais. Écoutez... Je sais ce qui serait le mieux. Ouais. Alors, bon, qu'est-ce que vous voulez ? D'un côté, votre femme, c'est vrai, vous met... dans la situation, voilà, elle vous traite un peu comme si vous étiez un enfant, et d'un autre, du coup, vous n'arrivez pas à prendre, on va dire, une responsabilité d'homme. Mais à un moment donné, il va bien falloir l'affronter. Et je vous dis, tout ça n'aura qu'un temps. C'est pour ça que je ne suis pas très inquiète. La décision que vous n'arrivez pas à prendre, on va la prendre pour vous. Et je pense que votre femme est vraiment bien. N'oubliez pas. Vous n'auriez peut-être pas tout à fait intérêt à vous séparer d'elle. Je pensais pas qu'elle aurait un comportement comme ça, évidemment. Elle est impressionnante. Elle est impressionnante. Écoutez, j'attends de vos nouvelles. N'hésitez pas à nous rappeler pour nous dire comment ça se passe pour vous. Mais peut-être réfléchissez à tout ça. Ah oui, là je vais en profiter pendant un mois parce que aussi de faire le point sur tout ça, pendant son absence peut-être. Voilà, profitez-en.
Bonne chance à vous, Pierre. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Caroline, au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Francis Cabrel, je l'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et on continue tout de suite avec Nina. Bonsoir Nina. Bonsoir Caroline. Vous allez bien ? Oui, je vous écoute. Bien, merci. Je vous écoute. Ah là là, moi je vous appelle pour ma fille. Oui. Ma fille a 21 ans. Oui. Elle est étudiante en droit et elle a arrêté les cours au mois d'avril. Je l'ai su juste il y a un mois. Oui. Elle a arrêté complètement les cours depuis le mois d'avril. Bon, je ne savais rien. Oui. Nous habitons la Côte d'Azur. Nous habitons juste à côté de Monaco. D'accord. Une petite ville qui s'appelle Menton. Oui, je connais très bien. Voilà. Et voilà, elle a fait la connaissance de quelqu'un qui a, je crois, 41 ans. Et il a un bateau sur Monaco. Elle est sortie avec des amis un soir et elle a fait la connaissance. Et puis, depuis, c'est le grand amour, c'est projet de mariage. C'est lui qui il a fait arrêter l'école. Il a dit d'arrêter ou prendre une année sabbatique ou quelque chose comme ça. Et puis, elle ne voit plus personne. Il n'y a que cet homme qui existe et qui elle sort beaucoup le soir. Elle a des cadeaux bizarres, des choses que ça n'a aucun rapport avec son âge. Elle a des sacs haute couture, elle a des bijoux, des vêtements assez bizarres. Il lui a fait couper ses cheveux, elle qui avait une très belle chevelure, il a fait couper ses cheveux très courts. Elle s'habille une petite dame. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et à la maison, on ne peut plus rien dire parce que elle a cette influence de cet homme qui l'a complètement mis dans sa poche, ou beaucoup d'influence sur elle. Elle jure que par lui, il n'y a que lui qui le sait, il n'y a que lui qui fait ci, il n'y a que lui qui oui, fait ça. elle est impressionnée. Vous l'avez rencontré, vous, cet homme ? Je l'ai invité exprès pour le rencontrer. Je lui ai dit, j'aimerais bien voir votre ami, ton ami qui vient dîner à la maison. D'accord, je vais lui dire. Je pense qu'elle lui a dit, il ne voulait pas venir. Et je ne sais pas comment faire parce que j'ai qu'une peur qu'elle disparaisse, qu'elle part avec lui ou je ne sais pas où. Oui. Et ça, c'est mon angoisse. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle pourrait disparaître ? Parce que elle dit que cette vie, ça l'intéresse plus. Elle qui était ambitieuse, elle travaillait bien, elle a eu son bac à 17 ans, elle a fait de la bénévolat, elle récoltait des vêtements, elle partait au Maroc, elle distribuait dans les petits villages avec les enfants, elle a même été filmée par une télé marocaine. Oui, vous avez une fille formidable. Pardon ? Vous avez une fille formidable. Oui, et tout d'un coup, elle se coupe des mondes et il n'y a que cet homme. Je ne suis pas contre qu'elle sorte avec quelqu'un qui a 40 ans, parce qu'aujourd'hui, on voit tellement de choses. Bon, d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'elle s'amuse, mais pas à ce point-là. Oui, bien sûr. Cela dit, vous n'y pouvez pas grand-chose, Nina. Bien sûr que je ne peux rien faire. Vous n'y pouvez pas grand-chose, mais vous êtes sa maman, et ce que vous pouvez faire, c'est lui parler. Ah, je fais que ça. Mais voilà. Alors bien sûr, elle n'a pas du tout envie de vous entendre, parce que... Ah là, on n'entend rien du tout. D'abord, mais voilà, elle est amoureuse, très certainement, et je crois que c'est là le principal. Voilà, et vous ne pouvez rien contre ça. Elle a 21 ans et elle est amoureuse. Est-ce qu'on tombe toujours amoureuse des gens qui sont pour nous et qu'il nous faudrait? Rien n'est moins sûr. Hein, l'histoire prouve que non. Mais il va falloir lui laisser faire son expérience toute seule. Plus vous allez lui interdire, plus elle va vous braver, moins elle va vous écouter. Donc, moi, je vous conseillerais de la jouer fine. Ouais, c'est ce que je fais, mais je boue à l'intérieur. Ah oui. Ça, je vous comprends. Arrêter ses cours. Elle qui a des bonnes notes, qui travaille si bien, qui a une carrière,
Vous avez raison. Vous avez raison, mais écoutez, vous allez être très vite fixé, au fond. Ouais. Parce que où ça va durer, et après tout, elle est amoureuse. Alors j'ai bien compris, il a 20 ans de plus qu'elle. C'est un souci. Votre fille, elle est jeune, elle est sympathique, elle est généreuse. Et d'un seul coup, vous vous dites, voilà, elle va être raptée, d'une certaine manière, par quelqu'un qui a 20 ans de plus qu'elle. Je comprends votre angoisse, votre inquiétude, mais en même temps, vous n'y pouvez rien, à part lui dire ce que vous éprouvez, les inquiétudes que vous avez pour elle, et lui dire simplement, mais sans lui faire de reproches. Ouais. Si vous reprochez, elle va se braquer et elle va refuser de vous entendre. Ouais. Voilà. Si vous lui présentez les choses avec simplicité en lui disant ma fille, je ne peux pas m'empêcher de me faire du souci pour toi parce que après tout tu sais bien, des études ça sert aussi à être indépendante et dans la vie on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là tu es peut-être en train de vivre quelque chose de très de très fabuleux, de très merveilleux, c'est un peu comme un rêve, hein. C'est les paillettes dans les yeux. Voilà. Pas sur la Côte d'Azur. Mais oui, il faut bien comprendre. Je peux comprendre tout ça, mais attention, tu peux te réveiller comme Cendrillon. Exactement. Et moi, je ne voudrais pas que tu tombes de trop haut. Voilà, je me fais du souci pour toi. Elle sait que je me fais du souci, ça, elle me connaît, elle sait. Ouais. Déjà, dans un premier temps, essayez de l'amener à vous le présenter. En disant, écoute, si tu penses que c'est compliqué pour lui de venir à la maison, on peut peut-être le rencontrer à l'extérieur, on peut prendre un café ensemble. Ah oui, je suis oui pour tout. Ouais. Essayez ça. Oui. Et s'il refuse vraiment de vous rencontrer, là, n'hésitez pas à lui dire, est-ce que tu ne trouves pas bizarre qu'il ne veuille pas nous rencontrer ? Est-ce que ça cache quelque chose ? Exact. Parce que s'il est si amoureux, pourquoi ne pas vouloir rencontrer tes parents ? Pardon. Ouais, je vous en prie. Hein ? C'est une petite piste qu'on peut ouvrir. C'est bizarre qu'il ne veuille pas nous rencontrer. Il est amoureux de toi, il te comble. Oui. Il ne veut pas me rencontrer. Je voudrais juste savoir, connaître, voir à qui on a affaire. Mais bien sûr, je vous comprends, vous êtes inquiète. Mais vous êtes assez, je dirais, malheureusement impuissante. Elle est amoureuse, elle a la tête qui tourne. On peut comprendre quand on a 20 ans, ça arrive. Et puis peut-être malheureusement aussi qu'elle va retomber un peu durement sur le sol. Ouais. Mettez-la en garde. Mettez-la en garde. Oui, c'est ce que je fais. Mais cherchez à le connaître. Moi, je voulais. Elle a raté une année. Ouais. Elle a raté le mois d'avril. Ouais, je comprends. Bien sûr, vous êtes inquiète pour ses études. En même temps, si vous dites qu'elle est brillante, vous savez, il arrive que de temps en temps, une année, on a un accident. Rien de bien grave là-dedans. Si elle doit reprendre ses études, on n'est pas à une année près. C'est dommage, c'est ennuyeux, mais on peut continuer. On peut toujours reprendre. Ouais. En revanche, moi, je pense plus à la déception qui risque d'arriver derrière. Et ça peut la mettre par terre. Oui, c'est vrai. Et elle aura besoin de vous. Voilà. Ouais. Donc, écoutez, je crois pas de jugement. Pas de jugement. Dites-lui que vous comprenez qu'elle est amoureuse et qu'elle puisse avoir la tête tournée, que vous avez l'expérience et que, bien sûr, vous êtes inquiète. C'est pour ça que ça vous ferait très plaisir, après tout, de rencontrer l'homme comme ça qui lui met des paillettes dans les yeux. Ah oui, c'est... Et que s'il l'aime vraiment, s'il est vraiment amoureux d'elle, ce ne sont pas les cadeaux qui comptent, mais le désir de rencontrer sa famille, de voir qui elle est, où elle vit. Exact. D'après elle, c'est le grand amour. Ils ont des projets de mariage. Formidable. Il est célibataire. Nous, on ne sait rien de lui. Voilà le problème. Bien sûr, je comprends. Écoutez, doucement. Oui. Doucement, ne la braquez pas. D'accord. Vous pourriez là vous risqueriez de la perdre. Ne la braquez pas. Hein ? Maintenez le dialogue et n'hésitez pas néanmoins à lui dire ce que vous pensez, mais gentiment. Bon. Voilà Nina. Merci Caroline, merci. À bientôt. Au merci, revoir. Bonsoir et au revoir.
vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. 3921, notre numéro d'appel, 7 39 21, en commençant par le mot nuit pour vos SMS. Et tout de suite, nous allons accueillir Louise. Bonsoir Louise. Bonsoir. Alors, Bonsoir, vous nous dites que vous avez 24 ans. Oui. Et que vous venez d'avoir un nouveau travail. Oui, voilà. Alors, racontez-nous tout ça. Alors, en fait, je viens de trouver un travail. En fait, c'est un CDI. Oui. Donc, pour l'instant, j'ai un mois d'essai. Oui, formidable. De quoi s'agit-il ? C'est vendeuse en boulangerie. D'accord. Et ça me plaît plutôt bien, donc je suis contente. Oui. Bravo. Ouais, je suis même très contente. Et donc, en fait, là, c'est un peu le commencement d'une nouvelle vie. Parce qu'en fait, il y a 2 ans, j'ai fait une bouffée délirante aiguë. Oui. Et ensuite, j'ai pas mal galéré, j'ai fait des petits boulots, puis je me suis remise petit à petit, mais ça va que de mieux en mieux. Oui, en fait. Bien sûr, on s'en sort très bien d'une bouffée délirante. Oui, faut pas que ça recommence, et ça a pas recommencé, donc tout va bien. Ouais. Mais j'ai un traitement bien sûr. pour me stabiliser. Tout à fait, normal. Et donc, je voulais savoir... en fait, demain matin, j'ai une visite médicale. Et à la visite médicale, ils demandent si on a un traitement... Enfin, ils demandent ils posent des questions. Et je voulais savoir si on est obligé de dire qu'on a un traitement comme celui-là, parce que... Après, je n'étais pas sûre si le patron serait au courant ou pas, parce qu'en fait, ils m'ont pas posé de questions à ce niveau-là, et je leur en ai pas parlé non plus, et j'ai pas envie qu'ils soient au courant, parce qu'après, ils pourraient... j'ai pas envie qu'on sache au travail que j'ai eu des problèmes de santé. Bien sûr. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça va mieux. D'abord, le médecin est tenu par le secret professionnel. Si vous en doutez, vous allez tout de suite commencer par lui dire, en disant je vous dis ce que je prends parce que je sais que vous êtes tenu par le secret professionnel et que donc rien ne sortira de cet entretien, et je compte sur vous. Comme ça, vous balisez. Vous êtes d'accord avec moi, hein ? Quand il y a un problème, il faut toujours commencer par le nommer. C'est la meilleure façon de le régler. D'accord. Donc, vous lui dites, je sais que vous êtes tenu par le secret professionnel, c'est pour ça que je vous fais confiance. Donc, de ce côté-là, comme ça, vous êtes sûr au moins qu'il n'ira rien dire. Et de toute façon, il ne dira rien parce que c'est un médecin et qu'il est tenu par le secret professionnel. D'accord. Maintenant, Louise, cette bouffée délirante, bien sûr, vous l'avez eue. J'ai l'impression qu'il y a un sentiment de culpabilité derrière tout ça. Vous l'avez fait à la suite de quoi ? Vous aviez pris des produits un peu toxiques ? Non, pas du tout. J'avais rien pris du tout. J'étais toute seule. En fait, ça arrivait quand je suis partie un week-end toute seule à la campagne. Oui. Parce qu'en fait, depuis une semaine, je me sentais pas très bien. En fait, j'étais partie 4 semaines à Londres et j'avais perdu un peu tous mes repères. Il y avait eu beaucoup de changements aussi dans ma vie avant de partir à Londres. Et en fait, quand je suis revenue de Londres, j'étais pas très bien. Oui. Et j'avais besoin de me recentrer sur moi-même. Donc du coup, je suis allée à la maison de campagne de mes parents. Et j'y suis allée toute seule et il n'y avait personne là-bas. Et en fait, ça arrivait dans la nuit, je me suis réveillée. Et là, j'ai commencé à ressentir des choses. Je pensais être en lien. C'était mystique, quoi. Oui. Et donc... c'est venu d'un coup. Je n'ai vraiment rien pris. J'avais ni bu d'alcool, ni pris, ni fumé. Ouais, comme ça. C'est arrivé très spontanément. Oui. Vous étiez toute seule ? Oui, j'étais toute seule. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
En fait, je me suis réveillée, et là j'ai cru être en lien avec les Mayas. Oui. Et ensuite, j'ai pris ma voiture parce qu'il fallait absolument que je trouve de l'eau. Parce qu'en fait, j'avais pas réussi à ouvrir le robinet d'eau. Il était assez difficile. Alors du coup, j'ai pris ma voiture et je voulais absolument trouver de l'eau pure. Et j'ai cherché dans un village où il pourrait y avoir des gens qui auraient de l'eau bio. Et j'ai réveillé des gens, il était 6h du matin. Et j'ai réveillé le boulanger, il était réveillé. Il m'a dit d'aller chez des gens qui avaient ça. J'ai réveillé les gens, et donc du coup, ils ont été très sympas, et ils m'ont donné, ils n'ont pas posé de questions. Je suis revenue à la maison de campagne, et là, je me suis baignée, j'ai couru toute nue dans un champ au milieu des vaches. Et alors à quel moment on s'est aperçu de votre état ? Ensuite, j'ai repris ma voiture et je suis allée chez les voisins. Et c'était pas des Français. Et j'ai cru que j'allais accoucher. Et puis, ils ont appelé un autre voisin qui parlait français. Et ce voisin-là a appelé les pompiers. Et là, les pompiers m'ont amenée à l'hôpital. Ouais, et vous êtes restée combien de temps ? Je suis restée 3 mois à l'hôpital. D'accord, voilà. Et quand vous êtes sortie, vous deviez être un peu sonnée, non ? Oui, j'étais un peu comme ça. J'étais shootée par les médicaments. J'étais un peu lente. Là, je commence à reprendre à devenir un peu moins lente, mais puis j'étais bizarre. Oui. Je me sentais un peu. J'avais été en sécurité dans un hôpital, et puis là, je retrouvais le milieu naturel, le milieu de la société, tout ça. Bon, dites-moi, vous avez vécu une drôle d'histoire. Oui. Et alors depuis, vous dites que vous avez enchaîné les petits boulots. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple ? Avant les petits boulots, j'ai travaillé pour mes parents. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez ? Je faisais le secrétariat. J'aidais ma mère au secrétariat. Et parce que mon père, il est plombier chauffagiste. Et puis sinon, après, j'ai voulu faire la fac de psycho. Ouais. Et j'ai fait qu'une semaine de fac de psycho. Ouais, vous n'étiez pas en état. Non, c'est que ça me plaisait pas, en fait. Ah, d'accord. Je voulais essayer, parce qu'en fait, c'était ce que je voulais faire avant ma bouffée délirante. Ouais, d'accord. Et puis finalement, mais je voulais quand même voir ce que c'était. Et puis ensuite, je me suis mise dans la banque. Ouais. Une formation en banque, et j'ai tenu qu'1 mois parce que ça me plaisait pas du tout. Après, j'ai travaillé en pâtisserie, et puis j'ai travaillé chez les maraîchers. J'ai fait des missions d'intérim dans les usines. J'ai fait un peu de tout, et puis il y a eu des moments où je faisais rien. Et puis, bon, voilà. Et sinon, je suis allée 4 mois à l'hôpital 2 jours après ma sortie de l'hôpital psychiatrique. Oui, d'accord. Et alors depuis, est-ce que vous vous êtes fait des amis ? Est-ce que vous avez réussi à avoir des liens avec d'autres personnes ? Comment ça se passe pour vous, par exemple, sur le plan affectif ? J'ai toujours il y a toujours mes amis qui sont restés amis avec moi. Mes amis d'avant ma bouffée délirante sont restés présents. Et je m'en suis fait deux nouveaux. Plus d'autres personnes. D'accord. Même 3 nouveaux. Des personnes que j'ai rencontrées à l'hôpital 2 jours et qui sont stables aujourd'hui. Oui. Et puis... oui. Ouais. Et alors, amoureusement, amoureusement, c'est pas terrible. Amoureusement, c'est pas terrible. Ouais. Bon, vous n'avez pas encore réussi à trouver le bon ? Non, je m'amuse en fait. Ouais. Bon, c'est bien, vous avez l'âge, 24 ans, c'est ce qui peut aussi vous arriver de mieux. Ouais. Je vous ai posé toutes ces questions parce que je sentais une petite inquiétude à propos de cette visite de demain. Vous avez peur des médecins ? Non, maintenant je suis habituée. Ouais, c'est ça. Hein. Il faut dire que vous avez vécu une drôle d'histoire, que vous avez dû certainement en rencontrer beaucoup. Donc, pourquoi celui-là vous fait peur ? Parce qu'en fait, j'ai peur
disent qui disent quelque chose à mes patrons. Ouais. Et parce qu'en fait, j'ai envie de passer, de rentrer de changer de vie. Que ce soit que ce soit un nouveau, que ce soit comme une coupure entre le passé avec ma bouffée délirante et là, que ce soit le début d'autre chose. Le début d'autre chose. Vous avez envie de tourner la page. Ouais, voilà. Ouais. Non, je comprends bien sûr. Alors, comment vous avez fait pour trouver ce travail ? J'ai envoyé 105 lettres de motivation et CV. Oui. Dans toutes les boulangeries-pâtisseries de Nantes. Oui. Vous habitez Nantes ? Oui. D'accord. Oui. Et vous avez été retenu. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît ? C'est le contact avec la clientèle ? Oui, voilà. Je sais pas si on peut dire où on habite, en fait. Mais... Non, mais c'est pas le plus important. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi cette activité-là. Parce qu'en fait, j'avais travaillé 4 mois en pâtisserie en tout. Avant ma bouffée des hantes, et que j'avais déjà travaillé en pâtisserie avant, et ça m'avait plu. Oui. Et puis en fait, au début, en fait, si je faisais pas la boulangerie-pâtisserie, j'aurais fait une formation en librairie, parce que j'ai fait un bac pro commerce. Oui. Et j'avais fait tous mes stages en librairie. Et ça m'avait plu et j'avais envie de faire une formation. Enfin, j'ai eu beaucoup de changements. Enfin, j'ai toujours plein d'idées dans ma tête. Ouais, d'accord. Mais vous êtes suivi, bien sûr, en dehors du traitement médicamenteux, parce que voilà, qui vous tient. Oui. Bon, c'est bien, c'est bien. Écoutez, moi j'ai envie de vous souhaiter très bonne chance pour ce nouveau travail. Et vous avez raison, c'est vrai qu'on a envie de tourner la page, parce que même si c'est une drôle d'histoire, on a surtout aussi envie de la laisser derrière soi. C'est un accident, voilà. Il faut le voir comme ça, c'est un accident. Mais néanmoins, garder le contrôle, c'est-à-dire surtout ne pas arrêter votre traitement comme ça. Et puis, non, ça j'ai jamais arrêté. Ouais. Et puis surtout continuer de vous faire suivre de manière à ce que si on ne sait jamais un autre accident survenait, vous puissiez tout de suite être traité, bien sûr. Hein, voilà. Bon, écoutez, n'ayez pas d'inquiétude en tout cas quant à la visite de demain. Les médecins savent se taire, ils sont formés pour ça. D'accord. Voilà. Très bonne nuit à vous, Louise, et puis on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Nuit. Au revoir. Europe 1, Caroline Veil.